Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait une analyse un peu spéciale, une analyse pointue qu'on nous a demandé pour la chaîne YouTube, la revue du 237. Absolument. Et pour ça, on a une source unique. Oui, un seul document, mais quel document? C'est un communiqué de presse de l'Union pour le changement 2025, donc l'UPC 2025. Et le détail qui est assez fou, c'est la date. C'est ça. Il est daté du 1er février 2026, c'est-à-dire aujourd'hui même. C'est une information toute chaude. On est en plein dedans. Et ce n'est pas juste une annonce, hein, c'est une déclaration politique qui dessine une stratégie post-électorale très claire. Alors, décortiquons ça. C'est une excellente façon de le dire. Parce qu'un communiqué comme celui-ci, il faut bien voir que c'est un outil de communication politique hyper calculé. Chaque mot est choisi pour son impact. Chaque mot est une munition. Exactement. Rien que le titre. L'Union pour le changement appelle à la mobilisation pour une nouvelle victoire du peuple. Le ton est donné d'entrée de jeu. Ce n'est pas un appel au dialogue, c'est un appel aux armes, au sens politique du terme, bien sûr. Et ils ne perdent pas de temps. Le tout premier point, c'est d'une franchise brutale. Ah oui, on rentre direct dans le vif. L'UPC 2025, elle ne se contente pas de contester les résultats de la présidentielle d'octobre 2025. Non, elle proclame à nouveau la victoire du peuple. Et elle va plus loin. Beaucoup plus loin. Ils citent leur champion Issa Chiroma Bakary comme le président légitime issu des urnes. On n'est pas dans l'opposition là, on est carrément dans un pouvoir alternatif. C'est une posture de pouvoir en exil, mais à l'intérieur même du pays. C'est ça qui est fort. L'expression clé, c'est la récupération de la victoire volée par le RDPC. Le mot volé, il est nucléaire. Ils changent tout. Il transforme un adversaire politique en un usurpateur. Ça délégitime complètement le pouvoir en place et surtout, ça galvanise la base. On ne se bat plus pour une idée, on se bat pour réparer une injustice. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Et ils entrent dans les détails. Ils réaffirment leur soutien à son Excellence, Monsieur Issa Chiroma Bakary. Le vocabulaire est celui d'un État. Complètement. C'est une stratégie de construction d'une réalité parallèle. Ils refusent la narration officielle pour imposer la leur. C'est la base de tout ce qui va suivre. Alors justement, la suite. S'ils se considèrent comme les vainqueurs légitimes, quel est leur plan d'A? Parce que protester, c'est une chose, mais agir, c'en est une autre. Et c'est là que le document devient, je trouve, vraiment fascinant. Il ne s'arrête pas à la complainte. Non, il bascule tout de suite vers la stratégie. Il mentionne le point 2, la position du FSNC de ne pas participer aux élections. Une information au passage. Voilà. Et il enchaîne directement sur leur propre stratégie, au point 3. Et là, le plan se dessine. Ils annoncent qu'ils vont présenter dans chaque circonscription une liste consensuelle et transpartisane. Et là, les mots sont importants. Consensuelle et transpartisane. Expliquez-nous ça. Transpartisane, ça veut dire qu'ils ouvrent la porte au-delà de leur propre coalition. C'est un appel du pied à tout le reste de l'opposition. Consensuel, ça suggère que les candidats seront choisis sur le terrain pour avoir le maximum de chances et pas imposés d'en haut. C'est une stratégie de front-uni en fait. C'est exactement ça. L'objectif, il est écrit noir sur blanc. Concentrer ses voix et obtenir la victoire. C'est pragmatique. C'est un appel à l'unité pour éviter la dispersion des voix face à un parti au pouvoir qui, lui, est un rouleau compresseur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'objectif ultime, on pourrait s'attendre à gagner des sièges, former une opposition forte. Oui, le discours habituel. Mais là, non. Le point 4, l'ambition est démesurée. L'objectif, c'est d'obtenir la majorité des 2 tiers, 23 à l'Assemblée nationale. 2 tiers, c'est énorme. C'est colossal. Pourquoi ce chiffre si Pourquoi les 2 tiers et pas une majorité simple? Le texte dit que c'est la condition indispensable. Indispensable à quoi? C'est le cœur du réacteur de toute leur stratégie. Une majorité simple, ça permet de gérer, de voter les lois, le budget. Le quotidien en quelque sorte. Voilà. Une majorité des 2 tiers, c'est le pouvoir de transformer. C'est le seuil qui permet de changer la Constitution, de toucher aux lois organiques qui structurent l'État, la justice, le système électoral. C'est un pouvoir de refondation totale. D'où le nom de leur programme. Exactement. Le communiqué le dit, c'est pour adopter les réformes du programme de transition et de refondation de l'Union pour le changement. Le mot refondation n'est pas là par hasard. Ils ne veulent pas repeindre la maison, ils veulent la raser et la reconstruire sur de nouvelles fondations. Donc si je résume leur logique, c'est on nous a volé l'exécutif, et ben on va prendre le contrôle total du législatif. C'est un contournement stratégique. Pour rendre le président impuissant,
ou le forcer à négocier. Les deux. Le point 5 fait le lien de façon limpide. Il dit que le contrôle de l'Assemblée permettra de poursuivre, en position de force, la lutte pour la récupération de la victoire volée. La boucle est bouclée. C'est ça. C'est une stratégie en deux temps. Un, on prend le Parlement. Deux, avec ce pouvoir, on force une résolution de la crise présidentielle. C'est un jeu d'échecs politique à très très haut risque. Ça peut mener à une paralysie complète du pays. Mais une question se pose. Une majorité des 2 tiers face à un parti au pouvoir aussi implanté. Est-ce que c'est un objectif réaliste ou est-ce que c'est surtout un slogan pour mobiliser les troupes, un horizon pour donner de l'élan? C'est une excellente question. Je pense que c'est un peu des deux. En politique, un objectif affiché n'est pas toujours l'objectif réel que l'on espère atteindre. C'est une façon de viser la Lune pour atterrir dans les étoiles. C'est un peu ça. Viser les deux tiers, c'est dire on joue pour tout gagner. Ça crée une dynamique, un souffle. Même s'ils n'atteignent que 55% des sièges, ce qui serait déjà un raz-de-marée, ils pourront le présenter comme une immense victoire. Et ils auraient une force de frappe parlementaire sans précédent. Exactement. L'objectif est si élevé que n'importe quel résultat en dessous, s'il est substantiel, sera quand même perçu comme un succès. Et c'est aussi un message aux indécis. Ne gaspillez pas votre voix, rejoignez la vague qui est en train de monter. C'est malin. Mais en théorie, comme on dit. Parce que cet appel à des listes uniques, consensuelles, c'est très séduisant sur le papier. Mais sur le terrain, Sur le terrain, c'est une autre histoire. on connaît le contexte politique. Les égos, les logos des partis, les ambitions personnelles qui sont tenaces. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que des partis, parfois rivaux depuis des années, vont s'effacer comme ça? N'est-ce pas là le talon d'Achille de tout ce plan? Vous mettez le doigt sur le défi majeur. La politique, c'est l'art de gérer les ambitions. La formation de ces listes, ça va demander des négociations d'une complexité folle. Qui sera tête de liste ici? Quel parti aura la priorité là-bas? Comment on répartit les financements? Comment on s'assure qu'un petit candidat dissident ne vienne pas siphonner les quelques pourcents qui font la différence? C'est un travail d'orfèvre. Donc, le succès ou l'échec de la stratégie, Il ne se jouera pas le jour du vote. Il se jouera maintenant, dans les mois qui viennent, dans les salles de réunion. C'est là qu'on verra si l'objectif commun est plus fort que les intérêts particuliers. ce qui m'amène à un autre point. On a beaucoup analysé le plan de l'UPC 2025, mais un plan, ça n'existe pas dans le vide. Il y a un autre joueur à la table, oui. Et c'est le plus puissant, le parti au pouvoir, le RDPC. Eux, ils ne vont pas rester les bras croisés à regarder ce front se construire. Comment est-ce qu'un pouvoir en place réagit typiquement à ce genre de menaces? C'est un point crucial, et évidemment, le communiqué n'en parle pas. Le pouvoir a tout un arsenal de contre-mesures. La plus classique, essayer de diviser la coalition adverse. Le fameux diviser pour mieux régner. Exactement. Faire miroiter des postes à certains, réactiver de vieilles querelles entre d'autres, encourager des candidatures dissidentes pour recréer la dispersion des voix. C'est la stratégie de la zizanie. Et au-delà de ça, Il y a l'usage des ressources de l'État, évidemment, qui donne un avantage en campagne. Et puis, il peut y avoir des manœuvres juridiques pour invalider des listes ou des candidatures sur des points de règlement. Le pouvoir ne va pas se battre que dans les urnes, il va se battre bien avant. Le vrai test pour la solidité de cette union, ce sera sa capacité à résister à tout ça. on voit que la partie est loin, très loin d'être gagnée. Le communiqué se termine sur un appel très large, au point 6. C'est un recrutement à ciel ouvert. Oui, une politique de l'attente ouverte. Les candidatures sont ouvertes aux partis politiques, membres ou non, à la société civile, à toute personnalité soucieuse d'un véritable changement. C'est une invitation très, très large, Et la seule condition pour entrer, le seul contrat d'adhésion, c'est de souscrire au fameux programme de transition et de refondation. dont on ne connaît toujours pas le contenu. Non. Et ce document sert de ciment idéologique à cette alliance qui pourrait être très hétéroclite. C'est une façon de dire, peu importe où vous venez, voici la destination commune, si vous êtes d'accord, montez à bord. Et la fin est très pratique, très concrète. Le point 7, on a une adresse email coalitionupc@gmail.com. On a les noms des signataires, Dr Tabé Captué et Bédimo Kouo. Ce n'est pas une idée en l'air, c'est un appel à l'action. Maintenant. C'est ça. Le processus est lancé. Alors si on prend un peu de hauteur pour conclure, qu'est-ce que tout ça signifie? On a une coalition qui conteste activement un résultat présidentiel, et leur stratégie, ce n'est pas de manifester, mais de conquérir le pouvoir législatif. C'est une stratégie audacieuse et, pour être honnête, assez cohérente. Elle déplace le centre de gravité du combat politique. Le message, c'est « vous nous avez fermé la porte du palais présidentiel, alors on va prendre le contrôle de l'Assemblée et en faire le nouveau centre du pouvoir ».
Ce document, c'est donc l'annonce d'une période de très haute tension politique au Cameroun. Absolument. Le Parlement va devenir l'arène principale de la confrontation pour le contrôle de l'État. Et ça nous laisse sur une pensée, une question fondamentale qui reste en suspens, je trouve. Ah oui. Toute cette stratégie, cet appel à l'union, tout repose sur l'adhésion à un document central qui est mentionné sans cesse, mais jamais dévoilé. Ce programme de transition et de refondation, En effet. Et ça soulève la question décisive pour quiconque suit cette situation. Au-delà de la stratégie pour prendre le pouvoir, quel est le projet pour le pays? quelles sont les réformes concrètes, les choix économiques, les transformations sociales? La contestation peut unir, mais seul un projet peut permettre de gouverner. La réponse à cette question, c'est sans doute la clé la plus importante pour comprendre non seulement la nature de cette coalition, mais aussi l'avenir politique qui se dessine. Le plan de bataille est sur la table, mais le projet de société, lui, il reste encore dans l'ombre.